Vous écoutez La Tribune citoyenne. Bonjour Gaëtan, comment vas-tu? Bonjour Marc, ça va très bien toi-même? Très très bien, merci. Alors on se retrouve pour parler de différents sujets cette semaine. On va faire un petit survol rapide. Je sais qu'on se parle beaucoup du transport en général dans la région dans les dernières émissions. Mais là, il y a un article qui est apparu il n'y a pas si longtemps dans Le Soleil avec une annonce de la ministre Diane Leboutillier qui disait qu'elle pouvait remettre en cause son mandat par rapport à la difficulté du transport aérien. Comment toi, quand tu as lu cet article, comment est-ce que toi tu l'as pris, tu l'as vu? Oui, l'article de Gilles Gagné dans Le Soleil, effectivement. Écoute, ça m'a surpris un peu parce que l'ensemble de la population doit composer avec les problématiques de transport. La ministre régionale et députée de la Gaspésie-des-Îles fait partie de la population, donc j'entends pas que les autres personnes parlent de démissionner ou de quitter leur fonction à cause des problèmes de transport aérien en région. Donc, c'est un peu décevant d'entendre ça. Moi, je pense qu'au lieu de penser de remettre en question son mandat, elle a le choix, Marc, c'est une décision personnelle qui lui appartient, mais de dire que ce serait en raison des problèmes de transport, moi, ça m'apparaît baisser les bras très vite. Et c'est plus une approche défaitiste que gagnante. Puis on cherche des approches gagnantes au niveau de nos élus qui sont censés défendre la région au lieu de baisser les bras. Donc, je pense que la ministre régionale devrait plutôt se poser la question, qu'est-ce que le fédéral peut faire pour supporter Québec, le Québec et les régions dans leurs défis, puis leurs nombreux enjeux au niveau du transport interrégional. On parle de l'avion, on pourrait parler du train aussi. C'est la deuxième fois que la ministre régionale baisse les bras face à un dossier de transport. On se souvient, il y a quelques mois, par une déclaration qu'elle a fait, là, qui a beaucoup sorti dans les médias en région. Elle disait, bonne chance à ceux qui croient que le train va se rendre un jour à Gaspé. Alors que le gouvernement fédéral a même investi 40 ou 45 millions il y a quelques années, justement pour la réfection du rail entre Matapédia et Gaspé. Puis on disait bien Gaspé. Donc, ça va à l'encontre même d'un engagement financier de son propre gouvernement. C'est un peu dur à suivre. Donc, moi, je pense que ce qu'on s'attend de nos élus, notamment à Québec et à Ottawa, c'est bien plus de mettre l'épaule à la roue puis de voir comment, dans leur dossier, dans leur champ d'intervention respectif comme ministre régional, comment ils pourraient influencer Ottawa, justement, de s'impliquer dans le transport aérien en région. Parce qu'on sait que le transport aérien, c'est avant tout une responsabilité de Québec, des provinces, quand on parle d'interrégional, mais quand on parle de la réglementation puis tout le contrôle aérien, c'est de juridiction fédérale. Donc, la ligne est mince entre entre la juridiction du Québec et d'Ottawa. Donc, comme Ottawa met de l'argent dans des projets majeurs de transport, qu'on pense au 3e lien à Québec, où le fédéral, M. Trudeau est à côté de M. Legault cette semaine à Québec, les ponts, la rénovation des ponts à Montréal, via le programme des infrastructures, le fédéral est toujours là pour supporter les dossiers de transport en commun dans les grands centres. Il faudrait que le fédéral soit également là pour supporter Québec dans le dossier du transport des personnes et des marchandises en région. C'est aussi important que le transport urbain, à mon avis. C'est vrai que la ministre est bien placée justement pour faire valoir, avoir une voix, en tout cas au niveau fédéral, pour supporter ce dossier-là. Absolument. Si on en vient, le budget qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, et justement, on voulait faire un lien un peu avec ce qui pouvait, de quelle façon ça pouvait impacter la région. Et puis, il y avait un peu ce que tu me disais, la mise en commun avec l'assurance chômage. C'est-à-dire qu'il y a des pêcheurs qui ont décidé de faire une mise en commun pour pouvoir avoir, on va dire, des droits. Si tu m'expliqueras un peu mieux comment ça marche. Mais parce que le taux de chômage est de 7 à 8% en Gaspésie, dans la région en tout cas, il n'y a pas eu de modification ou de réforme. Comment ça peut se passer à l'avenir et comment ça peut impacter les gens actuellement ou les travailleurs? C'est ça. À l'origine, il y avait beaucoup d'attentes en région de par les différents mouvements Action Chômage, les travailleurs saisonniers, les centrales syndicales aussi, s'attendaient à un assouplissement des mesures de l'assurance-emploi. D'ailleurs, c'est un engagement que le gouvernement Trudeau avait pris lors de la dernière élection. Malheureusement, les allègements ne sont pas à la hauteur des attentes. Il y a eu certains allègements, il faut être honnête, il y a eu certains allègements des dernières années, mais il y avait eu un réengagement du gouvernement Trudeau de continuer et ça s'est pas fait à date. Donc, on pensait que dans le nouveau budget, ça aurait pu être présent, mais non, ça ne l'est pas. Moi, je pense que ce qu'il faut
ce qu'il faut prendre conscience, pour une première fois, le taux de chômage en région est extrêmement bas si on se compare aux années antérieures. Moi, je me souviens, en moyenne, on parlait d'un taux de chômage là, annualisé autour de 20 à 25 en Gaspésie-aux-Îles, donc très élevé. Là, on parle d'un taux de chômage qui gravite entre 8 et 10 dépendamment des périodes de l'année. Donc, c'est presque la moitié moins en termes de taux de chômage. Donc, ça amène, à mon avis, ça amène je dirais, les gestionnaires et les responsables du dossier d'assurance-emploi dans les grands centres, là, notamment au fédéral, parce qu'on sait que la Caisse d'assurance-emploi a été prise par le gouvernement fédéral il y a de nombreuses années et gérée par le gouvernement fédéral depuis lors. Donc, j'ai l'impression que ça joue contre une modification ou un assouplissement des règles de l'assurance-emploi parce que les hauts fonctionnaires, les grands penseurs dans les grands centres qui voient ça, qui voient que la Gaspésie est passée de 20-24 à 8-10 ils doivent se dire, il n'y a plus de problème réel là, relié à l'assurance-emploi et à la saisonnalité dans les régions. Donc, on touche pas à ça. Puis, les gens en région, il y a des emplois à l'année qui sont disponibles. Les gens qui travaillent de façon saisonnière s'en iront travailler à l'année. Ça, c'est un raisonnement très simpliste, un raisonnement qui, à mon avis, représente une forme d'ignorance de la réalité des régions. Mais je suis convaincu que ça, malheureusement, on la retrouve. On le trouve, ce raisonnement-là, en haut lieu, dans les grands tours à Québec et à Montréal, puis probablement à Ottawa, parce que là, on parle d'un dossier fédéral. Parce que il faut prendre conscience que la Gaspésie, puis beaucoup de régions sont des régions ressources. Et nous, en Gaspésie et aux îles, entre autres, c'est le tourisme et les pêches qui sont les deux principaux piliers de notre économie. Donc, à ce niveau-là, si tous les employés saisonniers partent du secteur des pêches et du tourisme pour s'en aller dans des emplois à temps plein, on va créer un problème ailleurs. On va créer un problème à ce moment-là dans le secteur des pêches et du tourisme. Puis, les deux secteurs ensemble, pêche et tourisme, là, c'est pas loin de 50 de l'économie de certaines MRC. Donc, on peut pas. La solution n'est pas là. Moi, je pense que la solution, elle serait d'abord, le véritable problème, c'est le fameux trou noir que nos travailleurs saisonniers sont aux prises avec, c'est-à-dire qu'il y a des périodes de 2, 3, 4 semaines, même des fois plus, où les travailleurs saisonniers n'ont aucun revenu. Hein? Autrement dit, leur chômage est terminé et leur prestation a pris fin. Puis, dans l'attente de reprendre leur travail saisonnier, il y a une période qu'on appelle le trou noir où il y a plusieurs semaines où il y a vraiment aucun revenu. Fait que ça, c'est extrêmement grave et nocif pour cette clientèle-là. Donc, il faut trouver une solution. En même temps, on peut comprendre que la situation de l'emploi s'est améliorée, puis il faut peut-être penser autrement la gestion de la main-d'œuvre saisonnière. Puis, je disais que l'exemple des pêches, l'exemple des industriels des pêches, et non pas les pêcheurs, mais les industriels des pêches, il y a plusieurs années, avec sous la direction de M. Jean-Paul Shannon, qui était à l'époque le responsable de ce dossier-là, avait créé une mutuelle au niveau des travailleurs d'usine. Fait qu'au lieu que chaque usine ait par exemple 100, 150, 200 employés chacun, exclusifs, on a mis dans un pool commun l'ensemble des employés. On a monté jusqu'à 1500 employés pendant certaines années et ces employés-là étaient transférés d'une usine à l'autre au fur et à mesure que le besoin était présent. Par exemple, la pêche au crabe débute le printemps, mais il y a des pêches automnales. Donc, les gens pouvaient travailler, au lieu de travailler 10, 12 semaines, ça a amené les gens à travailler 20, 24, 25, voire presque 30 semaines en ayant cette mise en commun-là de la ressource de nos employés du secteur des pêches. Fait que je pense qu'on devrait faire la même chose, élargir peut-être au secteur du tourisme ou amener les gens du tourisme à penser un peu à aller de l'avant dans ce sens-là, parce que je pense que le combat va être dur à livrer pour convaincre Ottawa et ses grands dirigeants d'assouplir la réforme de l'assurance-emploi. Je le souhaite personnellement, surtout pour éviter le fameux trou noir qui est très, très pénalisant pour les employés saisonniers. Mais je pense qu'on doit aussi, en région, démontrer à Ottawa qu'on a fait notre bout, qu'on a tenté d'optimiser l'utilisation de la main-d'œuvre saisonnière. Et si après ça, il nous manque encore un bout pour combattre le fameux trou noir, ben là, il faudra taper fort sur le clou politique au fédéral pour avoir une modification à l'assurance-emploi. Donc, il faut travailler ces deux niveaux. Continuer à convaincre Ottawa de ne pas baisser les bras et de comprendre la réalité des régions. Mais ici, en région, il faut regarder. Je pense qu'on a l'obligation de regarder si on pouvait faire mieux et autrement aussi. Alors, du coup, c'est quoi cette mise en commun que tu me parlais tout à l'heure? Est-ce que ça veut dire que ce sont des gens qui se sont regroupés pour adapter des mesures différentes pour eux autres? Pas nécessairement. Ce sont les industriels de la Gaspésie, surtout du secteur sud. Je dirais de Passepébiac jusqu'à Rivière-au-Nord, maximum. Le secteur où il y a une grande présence d'industrie des pêches.
ben les usines ont accepté de mettre en commun une partie de leur main-d'œuvre parce que il y avait de la misère aussi à garder leurs employés à 10-12 semaines là, par année. Puis avec le trou noir, ben les gens disaient ben là, on va aller travailler dans des jobs à l'année avec des meilleures conditions, puis on va éviter le fameux trou noir. Donc, les usines de pêche voyaient une menace là majeure. Donc, ils ont dû trouver une façon d'être innovants. Puis ce qu'ils ont dit, c'est que ben, au lieu de faire travailler, par exemple, 500 employés de avril à août, puis en faire travailler un autre 400 juste l'automne, ben, on va tout mettre ces employés-là dans une banque de ressources humaines, puis on va se les partager. Donc là, ça a permis aux employés de travailler pour 2 à 3 usines. Donc, travailler de 20 à 25 semaines, des fois 28 semaines, au lieu de 10-12 semaines, qui faisait en sorte qu'ils étaient pénalisés parce que les prestations n'étaient pas assez longues quand tu travailles 10 à 12 semaines. Puis là, ils étaient aux prises avec le fameux trou noir sans aucun revenu, souvent au printemps, à partir du mois de mars à avril, les dernières semaines avant de recommencer à travailler. Donc, c'est une mise en commun des employés saisonniers organisée par les industriels des pêches. Donc, cette solution existe déjà, elle est déjà mise en branle, d'accord. Okay. Ça fait des années, je dirais près de 10 ans minimum, là, que c'est déjà en opération. Donc, ça a porté ses fruits. Donc, est-ce qu'on pourrait élargir ça à d'autres secteurs d'activité, notamment le tourisme? Je dis pas que c'est faisable, je dis pas que c'est la solution magique, mais je pense qu'il y a une partie de la solution qui réside là-dedans. Surtout que de plus en plus, on a des travailleurs, on a une industrie hivernale au niveau du tourisme qui se développe. Je pense à la Haute-Gaspésie, qui s'en vient notre capitale du tourisme hivernal dans les montagnes, avec le ski hors-piste, etc. Donc, il pourrait y avoir des travailleurs qui travailleraient pendant la saison touristique l'été et pourraient être transférés pour d'autres employeurs durant la saison hivernale. Notamment dans le cas de la Haute-Gaspésie, c'est plus facile parce qu'on a les deux saisonnalités. L'été, avec les pêches et le tourisme, et l'hiver avec le tourisme hivernal. Je pense qu'il y a quelque chose à regarder aussi au niveau du secteur sud de la Gaspésie, parce que la plupart des organisations économiques ont pris comme virage puis comme objectif de développer le tourisme hivernal. Donc, je pense qu'il y a une piste de solution. Puis ça mérite d'être exploré. Parce que tout ça, pourquoi on doit tenter de amener des solutions internes de la région? Ben, c'est pour convaincre Ottawa de faire son bout, parce que nous, on aura fait notre bout. D'accord. Alors, puis le dernier sujet qu'on voulait traiter, c'était l'appel d'offres du gouvernement du Québec de 800 mégawatts en éolien. Tu as beaucoup plus de détails à nous donner là-dessus. Ça va se retrouver dans quel secteur et c'est pour qui? C'est une excellente nouvelle. C'est le fun d'avoir des bonnes nouvelles aussi dans nos chroniques, là. Malheureusement, souvent, on a plus de revendications que de merci à donner. Fait que, bon, on essaie d'être équitable, mais là, c'est une excellente nouvelle. Puis, on peut dire chapeau au gouvernement du Québec, au gouvernement Legault, qui a lancé un appel d'offres pour des parcs éoliens. Écoute, le dernier appel d'offres là pour l'éolien remontait au gouvernement de Pauline Marois. Quand j'étais député ministre à l'époque, on avait lancé un appel d'offres, si je me souviens bien, de 350 ou 400 mégawatts. Donc, ça fait un bout, on parle de 2013-2014. Donc là, le gouvernement de la CAQ a lancé un appel d'offres de 800 mégawatts. C'est énorme. Et dans les dernières années, les MRC des deux régions, je dis bien des deux régions, le Bas-Saint-Laurent et la région Gaspésie-les-Îles, ont travaillé ensemble pour se donner une structure commune pour pouvoir être des partenaires dans le développement des parcs éoliens au Québec. Parce que on a souvent dit, tu te souviens, Marc, on a souvent dit nos ressources naturelles en région sont exportées, transportées dans les grands centres, transformées, et la richesse se crée dans les grands centres. Donc, on se fait vider de nos ressources naturelles pour aller créer de la richesse dans les grands centres. Donc, est-ce qu'on pourrait trouver une façon d'avoir plus de retombées économiques dans nos régions à partir de nos ressources naturelles? L'éolien étant une ressource naturelle, c'est un gisement de vent. Donc, le vent, c'est chez nous que ça se passe. Donc, est-ce qu'on peut trouver une façon là, de tirer parti au plan financier de ça? Puis les MRC et les municipalités du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie ont travaillé ensemble, ont été très ingénieuses, très efficaces. Et là, ils ont rapporté, écoute, là, plus de la moitié du 800 mégawatts. Donc, c'est énorme. Puis ça, ben, pourquoi les municipalités ont décidé de s'impliquer dans les parcs éoliens? Ben, c'est parce que si les municipalités s'impliquaient pas, ce qu'on voyait, c'était des compagnies privées qui venaient bâtir des parcs éoliens, qui étaient très payants, et partir avec les profits, les bénéfices chez eux, encore une fois, en exploitant des ressources naturelles qui sont en région. Fait que là, ils sont partenaires. Dorénavant, les MRC et municipalités de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent, des îles sont partenaires, comme une entreprise privée le serait. La loi a été modifiée, le gouvernement du Québec a donné le droit
aux MRC et aux municipalités d'être des partenaires financiers. Puis ça fait en sorte là que par rapport au dernier appel d'offres de 800 mégawatts, ben, les municipalités et MRC du Bas-Saint-Laurent et de la région Gaspésie-des-Îles vont investir plus de 1 milliard. 1 milliard de dollars qui va être investi dans des nouveaux parcs éoliens. Ils vont être partenaires et ça va rapporter entre 8 et 10 millions de revenus par année qui vont être distribués entre les MRC et les municipalités. Donc, c'est comme une forme de partenariat. C'est comme si des municipalités prenaient des actions dans une entreprise qui est très payante. Donc, ça fait que ces argents-là, ce 8 à 10 millions-là par année, va pouvoir être investi dans des infrastructures municipales ou encore dans le développement économique ou dans différents dossiers que chaque municipalité jugera opportun là, de retenir pour ses investissements. Donc, ça, c'est un bel exemple là, de partenariat entre Québec, le gouvernement du Québec, les régions et même des entreprises privées. Puis, qui sont les gagnants? Ben, ce sont les citoyens et citoyennes des régions parce que ces millions-là vont être investis annuellement dans des infrastructures et des services au sein de l'ensemble des municipalités. Faut dire qu'actuellement, ça existe déjà, puis on va chercher environ 4 à 5 millions par année. Donc là, on va augmenter de 8 à 10. Donc, on va jouer autour de 12 à 15 millions par année de dollars répartis entre les municipalités de la région. Oui, parce que certaines municipalités touchent déjà des redevances. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Exact, c'est ça, c'est le bon terme. Okay. Des redevances, qu'on appelle ça, des redevances, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Pour être précis, il y a déjà des redevances qui sont ce qu'on appelle des redevances volontaires. Même sans être propriétaire ou actionnaire, les premiers parcs éoliens construits en région, notamment en Gaspésie, faisaient en sorte que on versait sur une base volontaire une redevance aux municipalités et aux MRC sur lesquels les parcs étaient construits. Okay? Les tout premiers, Murdochville, Captcha, il n'y avait pas de redevance. Mais après, il y a eu des redevances volontaires. Mais là, on va avoir aussi ces redevances volontaires-là, mais on va avoir en plus des revenus tirés de notre partenariat comme copropriétaire. Donc, c'est deux formes de revenus dorénavant qui vont s'appliquer aux municipalités et aux MRC. Donc, ça, c'est un excellent exemple là, de partenariat des régions au niveau du développement économique basé sur l'exploitation de ressources sur leur territoire chez eux. Du coup, alors ça nous amenait à la question du modèle. Est-ce que ce modèle pourrait être applicable à d'autres types d'industries comme la forêt, la mine et pourquoi pas même le transport? Absolument, absolument. C'est exactement moi ce que je pense, puis ce que je dis à nos élus quand je les vois, puis quand on parle du modèle de l'éolien, il faudrait convaincre les gouvernements d'étendre ce modèle-là aux autres ressources. Pensons à, imagines-tu juste à Murdochville, à Port-Daniel, les grosses entreprises qui ont été, Murdochville pendant 50 ans, Port-Daniel qui était en opération. Si on avait une redevance comme ça qui était versée soit à la MRC, soit aux communautés, sur lesquels sont construits ces sites d'exploitation-là, ça serait des revenus incroyables. Donc, oui, il faut convaincre les paliers de gouvernement de s'assurer que les milieux qui détiennent ces lieux d'exploitation de ressources naturelles-là sur leur territoire, que ces milieux-là reçoivent à quelque part une compensation financière. Puis fini le temps où on va tout transporter nos ressources naturelles, se faire transformer dans les grands centres, incluant la création d'emplois dans les grands centres qui n'est pas chez nous parce que c'est la transformation, la valeur ajoutée qui crée beaucoup d'emplois, beaucoup plus que le prélèvement à la base de ces ressources-là. En tout cas, merci beaucoup Gaëtan de nous apporter ton point de vue sur ces différents sujets. Puis on s'en reparlera pour d'autres sujets d'actualité. Ça m'a fait plaisir. Merci. Bonne journée. Vous écoutez la Tribune citoyenne. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir.